Un garçon né dans une famille pauvre à Richford, New York, en 1839, sa mère est une fervente chrétienne protestante, son père un marchand ambulant et un escroc. On dit souvent, John D. Rockefeller a grandi entre deux mondes, d'un côté la foi, de l'autre la ruse. Dès son plus jeune âge, John apprend à économiser chaque cent. Adolescent, il calcule les intérêts comme un banquier. On raconte qu'il tenait des registres détaillés de toutes ses dépenses, revenus issus de la vente de poules, de petits boulots, de prêts. Tout était méticuleusement noté comme un véritable homme d'affaires. Mais c'est dans cet environnement contradictoire qu'il développe un instinct de survie, une capacité d'analyse gonangeant, de contrôle et de prise de décision d'une froideur impressionnante. Et de cet instinct naît Standard Oil. En 1818, John D. Rockefeller fonde Standard Oil. En quelques années à peine, il rachète, fusionne ou élimine presque tous ses concurrents. Rockefeller n'était pas simplement un entrepreneur, c'était un stratège. Il n'a pas inventé le pétrole, mais il a inventé la manière de contrôler toute la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction au raffinage, au transport, jusqu'à la distribution. Il négocie avec les compagnies ferroviaires, maîtrise les barils de stockage, construit un immense réseau de distribution aux États-Unis et dans le monde. Standard Oil finit par contrôler plus de 90% du marché pétrolier américain, un chiffre jamais vu auparavant. Il devient alors l'homme le plus riche du monde. Malgré une fortune équivalente à plusieurs centaines de milliards de dollars actuels, il mène une vie simple. Il mange frugalement, se couche tôt, se lève tôt et travaille comme un employé ordinaire. Chaque sou dépensé a un but précis. Il croit que la richesse est une bénédiction divine et qu'il faut donc l'utiliser à bon escient. Il commence à faire des dons dès sa jeunesse et fonde ensuite de nombreuses fondations caritatives. Éducation, santé, recherche scientifique, mais le revers existe. Il est violemment attaqué par la presse surnommée le roi impitoyable du pétrole, symbole d'un capitalisme sans cœur. Et lorsque la Cour suprême des États-Unis ordonne le démantèlement de Standard Oil en 1911, beaucoup pensent que c'est la fin, mais non. Le démantèlement de Standard Oil entraîne la création de dizaines de nouvelles compagnies pétrolières géantes. Parmi elles, Exxon, Mobil, Chevron, des noms encore bien connus aujourd'hui. Et Rockefeller, la valeur de ses actions monte en flèche après le démantèlement. Il n'est plus le roi du pétrole, mais il devient plus riche que jamais. La famille Rockefeller se diversifie du pétrole vers la banque, l'immobilier et surtout la politique et l'influence mondiale. Il crée les plus grandes fondations philanthropiques du monde, finance l'OMS, Harvard et de nombreuses institutions internationales. Il siège en fait dans le Council on Foreign Relations, le groupe Bilderberg, et sont souvent soupçonnés d'être liés à des gouvernements de l'ombre. Quand on est trop riche, on finit par faire peur. Et dans le cas des Rockefeller, les gens ne se contentent pas de craindre, ils soupçonnent. Certains pensent qu'ils contrôlent les banques centrales, influencent les guerres mondiales, financent les deux camps durant la guerre froide. D'autres prétendent qu'ils font partie d'un groupe secret, dirigeant le monde, contrôlant les médias, orchestrant les crises financières. La vérité, nul ne sait avec certitude. Mais une chose est sûre, ils sont toujours là, discrets, immensément riches et influents. L'histoire des Rockefeller n'est pas seulement une question d'argent ou de pouvoir, c'est une histoire d'héritage, de l'impact qu'un homme, qu'une famille peut avoir sur le monde entier. John D. Rockefeller disait « Je préfère gagner 1% du travail de 100 personnes que 100% du mien seul ». Il comprenait le pouvoir des systèmes, de l'organisation
et surtout celui de semer pour l'avenir. Aujourd'hui, le nom Rockefeller ne fait plus autant de bruit, mais leur influence persiste dans la santé, l'éducation, la diplomatie et même les crises économiques. Ils n'ont pas besoin d'être sur scène, ils sont dans les coulisses et parfois ce sont eux qui ont monté le décor. Et peut-être est-ce là la véritable définition du pouvoir. Merci de votre écoute.